Notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Mathias Pierre. On se souvient qu'il avait été ministre délégué sous la présidence de Jovenel Moïse, délégué auprès du Premier ministre et chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. C'est un entrepreneur, c'est aussi un auteur. Il a été candidat à l'élection présidentielle haïtienne de 2015 et il est aussi, c'est sa fonction commerciale, il est président du groupe Gamma, à la tête des entreprises Gamma. Mais c'est un homme qui n'a jamais abandonné la politique, qui se tient informé, et c'est un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Mathias Pierre, et bienvenue à Metro News. Bon, c'est un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous à Metro News. Et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Voilà. Bon, on va essayer de sélectionner les questions. Quelle est votre opinion? Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette crise politique, sociopolitique qui n'en finit pas en Haïti? Quelle est votre analyse de cette question-là? Bon, de manière très générale, et je dis que Haïti, cette terre d'ailleurs, c'est une terre qui connaît des moments difficiles. Et depuis l'arrivée des Espagnols en 1492, on a connu une grande rupture où on a eu la disparition des Taïnos. Et il y a une nouvelle population, c'est la population noire et les Blancs qui ont pu occuper cette terre. Et les inconsistances, les incompréhensions des différentes couches sociales de l'époque, les Blancs, les affranchis, qui sont les fils des Blancs et des Noirs, et les Noirs ont eu des problèmes fondamentaux et qui ont abouti de 1791 à 1804 à une deuxième grande rupture. Et cette deuxième grande rupture, on a eu le massacre des Français. Et depuis, le pays est dans un système néocolonialisme ou encore néo-esclavagisme et un peu plus tard du néolibéralisme où l'exclusion économique est un élément clé des divisions au niveau de cette société. Et là, aujourd'hui, on est, depuis 1986, et comme je l'appelle, dans une rupture, dans une transition vers une troisième grande rupture. Et pourquoi ? Parce que le pays a fondamentalement changé dans ses structures. Les deux pays qui existaient autrefois, et pour répéter, et l'autre, le pays en dehors, Barthélemy, pour citer son nom, le pays en dehors avec les paysans et le pays citadin avec ceux qui vivent dans les villes, on n'a plus ce pays aujourd'hui. Ce pays a transformé, on a une urbanisation, une urbanisation, si je peux le dire ainsi. On a les quartiers les plus huppés des grandes villes sont occupés par les masses et on a une migration des campagnes vers les villes et une migration des villes, parce que ceux qui ont de l'argent se sont aujourd'hui réfugiés dans les montagnes. Maintenant, je l'ai dit quand j'étais ministre, s'il n'y a pas d'élection, qui est le moindre mal pour qu'il y ait un leader légitime qui puisse diriger le pays, ce serait le chaos. Et ce qu'on a constaté depuis plus d'un an, et l'assassinat du président Jovenel Moïse, on est dans une descente aux enfers. C'est le chaos total. Nous qui sommes dans la capitale, nous sommes enclavés. 4 points de la capitale sont bloqués et coupés du reste du pays. Et on est dans une situation extrêmement complexe. Et malheureusement, les élites, je vais parler des élites politiques, économiques et sociales ou encore de la société civile, n'ont pas compris la nécessité de se mettre ensemble pour qu'il y ait un accord politique et économique capable de sortir le pays du bourbier. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Bon, et Monsieur Pierre, où voyez-nous loin? Où voyez-nous depuis 1492, en passant par le massacre des Taïnos, la traite des esclaves, tout ça, ça fait beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit ça qui explique la crise actuelle.
La crise actuelle est une crise multifacette qui dure depuis bon, certains disent 30 ans, moi je dis depuis 57. On est dans une crise majeure, une dégradation continue de tous les aspects. L'éducation, la santé, le logement, l'agriculture, tout est en train de foutre le camp. Et on n'a pas le sentiment qu'il y ait ce réveil. Vous parlez de dialogue. Qui n'a pas parlé de dialogue ? Alors, il y a eu des tentatives, il y a eu l'annonciature, il y a eu Montana. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire s'asseoir autour d'une table les responsables politiques de ce pays de façon à arriver à ce consensus dont je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la seule manière d'espérer partir dans la bonne direction. D'abord, il faut comprendre que les politiques uniquement ne peuvent pas résoudre le problème d'Haïti. Le problème que nous sommes en train de faire face aujourd'hui n'est pas uniquement un problème politique. Et c'est pourquoi je suis retourné en arrière pour vous montrer qu'il y a toujours une exclusion économique et sociale qui est à la base de tout ce qui se fait là aujourd'hui. Et on parle de dialogue et tout le monde parle de dialogue. Mais de quel dialogue on parle ? Est-ce qu'il y a jamais eu un dialogue pour arriver à un impact social capable de changer ce pays? Non, la réponse est clairement non. La réponse est non. Parce qu'il y a toujours eu des discussions entre des groupes politiques pour le partage de pouvoir, pour le partage de gâteaux. Quel poste que je vais avoir, qui va être Premier ministre, de sorte à pouvoir s'en tirer d'affaire. En fait, il n'y a que les intérêts individuels qui sont toujours primés aux dépens des intérêts collectifs. Aujourd'hui, le dialogue dont on doit avoir, c'est un dialogue autour d'Haïti. Le pays que nous avons aujourd'hui, c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays où sa population, qu'il soit riche, de classe moyenne ou pauvre, tout le monde cherche un moyen de laisser la galère et économiquement, ça ne marche pas, économiquement, ça ne tient pas, nous sommes tous des pauvres. Ajouté à ces problèmes sociaux et politiques, on a aujourd'hui une dégradation de la situation sécuritaire. Nous ne sommes même pas en sécurité chez nous. Des gangs armés occupent les points clés. Le sud, Matissan, le nord, on a le Bas-Delma en plaine et autres, le centre, ça veut dire nous sommes encerclés et au fur et à mesure, ces gangs avancent. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est un pays qui n'a pas de force de sécurité, ou du moins, il y a une force de sécurité qui est la PNH, mais qui est extrêmement faible, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources, et ces forces ne sont pas équipées. Depuis 1994, on a un problème avec l'armée d'Haïti, puisque l'armée d'Haïti est là pour contrôler les frontières. Nous n'avons plus de frontières, les frontières ne sont plus contrôlées. Ça veut dire que l'armée n'est pas équipée, donc nous n'avons pas d'armée en quelque sorte. Pour reconstruire un pays, il faut avoir un État qui ait le contrôle du monopole de la violence. Ce type d'État-là, on n'a pas commencé à construire cet État, puisque les élites qui doivent arriver à se mettre ensemble pour construire ce pays, pour construire cet État, eh bien, ces élites sont totalement divisées. Tout le monde est en train, si on regarde les groupes politiques, et un exemple simple, à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir des réunions au niveau international, puisque le mot dialogue et accord politique, on a des discussions politiques qui se font. Immédiatement, le sommet de Panama, des Amériques, il y a eu des débats et puis ça a disparu. La réunion au niveau du Conseil de sécurité et ça a disparu. Mais quel débat que vous entendez autour de cette... Qui va être président, qui va être premier ministre, combien de postes de ministre? C'est pas ce qui va résoudre le problème aujourd'hui. Et pour moi,
il faut qu'il y ait des négociations très claires entre Haïti, ceux qui vont représenter Haïti, et la communauté internationale qui a tenté, ou encore qui est en train de tenter depuis 30 ans de résoudre le problème pour nous. Mais l'étranger ne peut pas résoudre le problème. Le problème est un problème haïtien. Le problème doit être adressé par les Haïtiens. Et c'est pourquoi on a connu, et l'OEA parle de 20 ans, mais il y a eu depuis 1991 30 ans d'échec de la communauté internationale dans ses approches en Haïti. Monsieur là Pierre, que nous sommes. Monsieur Pierre, là, ça nous amène directement aux prises de position exprimées par Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position et qu'est-ce que vous pensez surtout de cette suggestion qu'il a faite que, bon, pratiquement, en dépit de tous les échecs de la communauté internationale depuis 30 ans, Haïti ne s'en sortira pas sans l'aide de cette communauté internationale. Et si on sait lire entre les lignes, on peut même se demander si M. Almagro n'a pas suggéré carrément que Haïti soit mise sous tutelle. En fait, c'est une note qui se contredit. Au début, la note parle de l'échec de la communauté internationale pendant 20 ans. Tout à fait. Et plus tard, cette même note va vous dire qu'il n'y a pas de ressources humaines en Haïti. Oui. Il faut la communauté internationale. Exact. Tout à fait d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de cette note, en fait, la note, l'OEA se dit, je ne suis pas de la communauté internationale. J'accuse la communauté internationale qui est responsable des problèmes d'Haïti. Mais l'OEA, c'est la communauté internationale. Mais il faut comprendre en tant qu'Haïtien que Haïti, malheureusement aujourd'hui, se trouve dans un carrefour au niveau du géopolitique international. Au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu des débats, et ceci depuis l'année dernière, entre la Chine, la Russie et les États-Unis sur la question haïtienne. Tant que le problème haïtien est au niveau du Conseil de sécurité, le droit de veto de la Chine et de la Russie a une importance pour la poursuite des missions onusiennes. Donc, quelque part, est-ce que monsieur le secrétaire général n'est pas en train de faire un débat pour rapatrier le dossier d'Haïti vers l'OEA? Le grand patron de l'OEA, c'est les États-Unis d'Amérique. Rien ne peut se faire au niveau de l'OEA sans les États-Unis d'Amérique. Automatiquement que le dossier haïtien serait de l'OEA, il n'y aurait plus d'intervention de la Chine ou de la Russie ou des vétos et le problème serait résolu au niveau des Amériques. N'oubliez pas la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Donc, mais aujourd'hui... Est-ce que c'est ce qui justifie, d'après vous, le prolongement du mandat du MINU? Non, il y a eu un prolongement, mais il y a eu aussi, dans la résolution du Conseil de sécurité, un ultimatum qui a été donné au gouvernement haïtien pour arriver à un accord politique et qui a été renouvelé dans la note et récemment publiée par BNU. Et certainement, le mandat du gouvernement, c'est d'organiser les élections. Ouais. Moi, je suis très peu... je doute que le gouvernement, après plus d'un an, soit en mesure d'arriver à un accord politique, pour la simple et bonne raison que je suis convaincu qu'il n'y a pas un problème d'accord politique. Et quelque part, on peut même se dire, si le problème d'insécurité persiste comme c'est, tant qu'il y a insécurité, il ne peut pas y avoir des élections. Nous sommes face à un pouvoir qui n'a pas de mandat. Donc si le pouvoir n'a pas de mandat, écoutez, et s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'élection, donc, comme dit Bois-Antoine dans le temps, que de peu de temps arrive. Sauf que le pays est dans un carrefour très dangereux. Parce que si on n'arrive pas à résoudre le problème à travers une entente, à travers un accord, si les élites économiques, politiques et sociales ne sont pas conscientes de la gravité de la situation, ce pays peut basculer dans le désordre, il peut même y avoir des massacres.
dans ce pays parce que la situation est aujourd'hui intenable. Regardez comment on a assassiné le président Jovenel Moïse chez lui. Regardez comment, l'autre jour, on a assassiné le sénateur et Bissette, l'autre jour. On est arrivé à un point où c'est la sauvagerie. Maintenant, comment les Haïtiens vont arriver à prendre conscience? Et je pense que c'est là que je peux vous parler ce que moi je comprends de l'accord, comment cet accord devrait être pour sortir Haïti de la nation. Bon, oui, mais cela dit, Monsieur Mathias Pierre, le tableau que vous venez de dresser est plus que sombre. Il est lugubre, il est mortifère. Et c'est le discours que tout le monde est obligé de tenir parce que vous n'avez rien dit qui soit faux. C'est la réalité. Tout le monde en est conscient. Mais à chaque fois qu'on veut parler de solution, on se heurte aux mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours ces petits intérêts mesquins. Il n'y a aucun homme politique, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, il n'y a aucun homme politique responsable aujourd'hui en Haïti qui pense pays. Ils pensent tous à leur poche et à leurs petits intérêts. Quelle poche? Parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. C'est un État qui est totalement appauvri. Oui, certaines personnes vous diront qu'on n'est pas aussi pauvre que ça. J'avais un bon ami qui se plaisait à répéter en permanence « Haïti est trop riche pour être pauvre ». Et moi, je le crois. Il faut pouvoir taper sur les richesses. Mais en fait, je pense que le problème haïtien d'abord doit être résolu par les Haïtiens. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut, dans un premier temps, regarder quelles sont les priorités. D'abord, il faut reconstruire l'État et redonner à l'État la légitimité pour pouvoir prendre de grandes décisions pour ce pays à travers la mise en place des institutions. Oui, mais Monsieur Pierre, encore une fois... Monsieur Pierre, je vous arrête tout de suite. L'État n'existe pas en dehors des individus. Voilà. Attends, et c'est là que je vais venir. Maintenant, comment arriver à faire ce travail? Maintenant, regardez ce qui est l'immédiat. L'immédiat, c'est qu'il faut arriver à un gouvernement légitime. Il faut qu'il y ait des personnes, des gens qui soient légitimement à la tête de l'État. Et la seule façon de le faire, c'est à travers les élections. Voilà. Maintenant, il y a une contrainte, c'est la question de la sécurité. Et c'est la question de la sécurité. Il faut une négociation à deux niveaux. D'abord, avec les États-Unis d'Amérique, pour nous accompagner avec les contrebandes des armes qui rentrent des États-Unis. Comprenez bien ce qui se passe aujourd'hui. Le deuxième amendement au niveau de la Constitution américaine permet à tout citoyen américain d'acheter autant d'armes et de quel calibre que vous voulez. Et l'État ne peut pas vous demander où sont ces armes, à moins qu'il y ait des crimes qui soient commis par ces armes. Donc, certains de nos concitoyens de la diaspora achètent des armes à de très bons prix et les envoient ici, dans les conteneurs, dans les voitures, etc. Donc, le pays, on a beaucoup d'armes qui rentrent dans le pays. Il faut une négociation avec le gouvernement américain pour nous aider à contrôler ces armes qui laissent les États-Unis pour arriver en Haïti. Au deuxième niveau de négociation avec le gouvernement américain, depuis quelque temps, Haïti ne peut pas acheter légalement les armes pour la police nationale parce que les États-Unis ne veulent pas d'une armée en Haïti. On pense que si Haïti arrive à acheter des armes, eh bien, ces armes vont aller vers les militaires. Donc, il y a, entre guillemets, un embargo. Le président Jovenel a fait beaucoup de tentatives pour essayer d'acheter des armes et ça n'a jamais marché. Il faut des armes pour pouvoir équiper la police, pour pouvoir équiper l'armée. Il faut des munitions pour que ces forces de sécurité nationales, les policiers sont en train d'être victimes, il faut les équiper pour pouvoir affronter les bandes illégales. Au-delà de cela, au niveau du gouvernement haïtien,
il faut déclarer un état d'urgence sécuritaire qui puisse permettre à l'État de dégager des fonds pour pouvoir donner un traitement spécial à la police nationale. Mieux payer les policiers, leur donner de bons traitements et certainement débloquer de l'argent pour qu'il y ait de l'intelligence qui puisse adresser les problèmes. Si on arrive à résoudre les problèmes de sécurité, immédiatement, on peut faire des élections et on arrivera à des élus qui sont légitimes, puisque c'est la majorité d'entre nous, le peuple, qui doit donner le pouvoir à travers le vote à un d'entre nous pour diriger. Autrement, le gouvernement ne sera pas légitime. Et ce gouvernement qui arrivera des élections, certainement, il faut plus tard une réforme du système électoral pour qu'on ait des élections qui soient mieux équilibrées, mais aujourd'hui, il faut aller avec ce qu'on a et certainement mettre en place les institutions étatiques, renforcer l'État et créer les moyens pour stabiliser le pays et pouvoir créer de la richesse pour réduire les exclusions économiques de ce pays qui est la base de l'instabilité sociale et économique du pays. Ça fait beaucoup de il faut, monsieur Mathias Pierre. Bon, je ne suis pas au pouvoir. Si j'étais au pouvoir, je ne dirais pas il faut. Écoutez, d'accord, je suis un citoyen qui est en train d'exprimer. Mais si j'étais au pouvoir, tout à fait d'accord. Certainement, il y a le faire. Monsieur Pierre, bon, vous demandez l'aide, l'assistance des États-Unis pour le contrôle des armes qui rentrent clandestinement. D'accord. Mais vous savez aussi bien que moi que l'approvisionnement en armes et en munitions, parce que les deux vont de pair, les autorités ici savent très bien qui sont les importateurs d'armes. Les autorités savent très bien par où ces armes passent pour arriver dans le pays et aller alimenter tous les gangs dont le nombre... Comprenez bien. Donc, ces armes arrivent... Alors, le point qu'il faut comprendre, et pourquoi je dis qu'il faut une négociation avec les États-Unis d'Amérique, oui, bien sûr, les armes illégales rentrent, parce que les armes illégales sont rentrées et sont achetées, mais l'État haïtien, à chaque fois que l'État haïtien fait des commandes ces commandes sont bloquées, ça veut dire que les forces légales, on n'est pas en mesure d'alimenter ou d'équiper mieux les forces légales pour pouvoir affronter les forces illégales. On n'a pas une armée qui puisse être déployée dans ce pays, particulièrement les frontières, pour nous permettre de contrôler les frontières et certainement contrôler les contrebandes. On n'a pas d'armée, point. Bon, oui. Maintenant, le Canada a quand même pris le relais. À ce qui paraît, là, très bientôt, peut-être même que c'est déjà fait, il y a un certain nombre d'engins lourds, de munitions, d'armes qui arrivent et qui vont servir à la PNH à continuer, parce que depuis quelque temps, il faut aussi le reconnaître, la PNH fait de très gros efforts et arrive quand même à des résultats qui ne sont pas négligeables. Mais commençons par balayer devant notre porte. C'est à nous de mettre la main au collet des importateurs d'armes ici, dont je répète, on connaît les noms, on connaît les circuits, on sait tout, mais c'est l'impunité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est arrivé au pouvoir par la petite porte, quand on est arrivé au pouvoir par les accointances, il est difficile de prendre de grandes décisions et parfois on est contrôlé par ceux qui sont dans la contrebande. Bon. Mais à partir du moment qu'on a des élections et qu'on arrive par la grande porte au pouvoir, on est plus habile, on est plus capable de pouvoir prendre de grandes décisions. Tout à fait d'accord. C'est un pays où la corruption est ancrée dans la société haïtienne. Et pas seulement la corruption. Il faut un pouvoir réel pour pouvoir lutter contre la corruption. Monsieur Pierre, on ne peut pas parler de la corruption sans parler de l'impunité. Et l'impunité est aussi grave que la corruption. Il faut un État
Voilà. Ça veut dire qu'il faut construire l'État, il faut des institutions solides. Il faut des élections. Je ne peux pas vous dire que je vais le faire. Tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Mais moi, j'attends encore de voir qui va mettre le pays sur les bons rails. Parce que parler d'élections aujourd'hui est une illusion. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, et s'il n'y a pas de prise de conscience, je dis toujours, nous sommes dans une... Et les élites haïtiennes sont dans une dynamique d'autodestruction inconsciente. Absolument. Nous posons des actes, oui. Nous sommes en train de nous détruire. Tout à fait. Parce que nous détruisons le pays. Regardez ce qui se passe. Tout à fait d'accord. Ceux qui sont riches aujourd'hui, leurs familles ne peuvent même pas vivre en Haïti. Le kidnapping, l'insécurité, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie nocturne, il n'y a rien. Donc tout le monde vit à Miami, sous une forme ou sous une autre, ou en République dominicaine. La classe moyenne, si on a les moyens, si on a un parent qui se trouve dans la diaspora, il faut envoyer ses enfants à Saint-Domingue pour pouvoir étudier. Les pauvres, ils sont en train de payer des milliers de dollars pour assembler tout ce qu'ils ont, pour risquer leur vie et dans la mer. C'est plus de 400-300 personnes par semaine qui sont en train d'arriver. Ça veut dire que c'est un pays où nous sommes de passage. Nous devons nous comprendre que nous devons nous approprier de cette terre pour pouvoir transformer la terre. Et tant que nous ne sommes pas là, et malheureusement, nous sommes en train de descendre. Mais je dis toujours, et vous prenez une balle, une fois que cette balle frappe le sol, il doit y avoir rebondissement. Haïti ne périra pas. Cette génération, peut-être, va échouer. Mais quelque part, cette prise de conscience arrivera pas dans le calme ou par la force. Parce que lorsque les populations sont arrivées dans des situations où ils n'ont plus d'option, la violence, c'est ce qui leur reste. Bon, le déchoucage et autres, c'est ce qui leur reste. Est-ce qu'on veut arriver là? Il y a plus d'un pays où on a assisté à ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Et il est évident qu'on est à la veille d'une émeute de la faim en Haïti, une émeute du ras-le-bol, une émeute de... Comme vous dites, tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais c'est sur les remèdes qu'on bute parce qu'il n'y a pas de volonté politique de s'en sortir. Bon. Je vous donne un exemple pour conclure. Et lorsque vous regardez la guerre de l'indépendance haïtienne, les affranchis étaient retournés avec l'expédition de Bonaparte pour rétablir l'esclavage. Les généraux noirs, les Christophe Toussaint, tous étaient de l'armée coloniale. Tandis qu'il y avait Petit Noël Prieur, la Modérance, qui était de l'armée indigène, les bonnes hommes. Comment on a eu l'union entre les Noirs et les Mélanes? C'est quand le général Pétion et le général Dessalines ont compris que le plan de Bonaparte, c'était au niveau des esclaves. Il faut tuer, détruire la majorité s'ils ne veulent pas retourner dans l'esclavage. Et ça avait déjà commencé dans d'autres colonies. Et au niveau des affranchis, on va les déporter vers le Madagascar une fois que le problème des esclaves serait résolu. Devant la menace d'extinction de ces deux groupes, ils ont laissé l'armée coloniale pour rejoindre l'armée indigène qui était les bonnes armées. Et c'est là qu'on a eu l'union fait la force, c'est là qu'on a eu l'accord pour faire l'indépendance d'Haïti. Aujourd'hui, est-ce qu'on est devant cette extinction? Est-ce que les élites ont compris qu'on va directement vers cela? Et peut-être que ce sera le moment où on arrivera à nous mettre ensemble pour sortir le pays du désastre, de l'enfer dans lequel nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, Monsieur Mathias Pierre, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait inventer un nouveau Bonaparte qui vienne rétablir l'esclavage en Haïti pour espérer qu'on puisse... L'histoire ne se répète pas, c'est ce que je dis. J'ai pris l'exemple pour montrer que devant la menace d'extinction, l'autodétermination permet à un peuple de s'en sortir. Et je pense que malgré la situation,
Tout le monde essaie de trouver une façon de laisser la galère, alors qu'il faut prendre conscience que l'on est là-dedans et de là qu'il faut sortir de ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, puissiez-vous être entendu, Monsieur Mathias Père. En tout cas, merci d'avoir pris sur votre temps pour venir nous donner votre opinion sur ce qui se passe dans le pays et sur ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise. Encore merci et à très bientôt. Un plaisir d'être avec vous. Voilà. C'était Monsieur Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, qui est toujours impliqué dans la politique, qui s'intéresse. Il a été candidat à l'élection présidentielle et qui dressait un tableau qui, en l'occurrence, part de 1492 jusqu'à nos jours, en prenant toutes les grandes dates de l'histoire de notre pays. Malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas de solution à l'horizon.